Bonjour, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Là, on va se rejoindre pour faire une leçon sur le calcul d'un moment à partir d'une force. Et pour ça, je vais vous présenter deux méthodes. Une méthode lissée et une méthode sup. La méthode lissée, en fait, c'est la version un petit peu simple, mais ça veut pas dire que je dénigre pas du tout. Hein. C'est vraiment une très bonne technique. Je l'utilise tous les jours. Enfin, voilà. Dès que j'ai besoin de faire un truc, quand c'est simple, je l'utilise. C'est une force qui se trouve généralement dans le plan. On l'utilise quasiment que dans le plan. Je suis dans le plan et je veux calculer en fait le moment qui est généré. On va avoir ensuite la méthode sup, où là par contre on va s'intéresser plutôt en fait au vecteur, parce qu'une force c'est un vecteur, un déplacement en fait, une longueur c'est un vecteur aussi, et je vais utiliser le produit vectoriel. Et là la deuxième méthode, celle sup, elle va être beaucoup plus versatile, c'est-à-dire que je peux utiliser dans tous les cas de figure, et en fait je peux faire beaucoup de choses, même dans l'espace, je peux absolument tout faire. Donc quand j'ai un problème simple, ce sera la version lissée, et quand c'est un truc un peu plus complexe, la version sup que je vous présente après. Mais avant de pouvoir présenter tout ça, ce qu'il faut, c'est que je vous présente déjà je vous fasse un petit rappel, en fait. C'est que une action mécanique, c'est quelque chose qui va me permettre de soit déplacer, soit de déformer de la matière. Une force va me permettre de pousser. En fait, si vous voulez, c'est un déplacement, mais qui va être rectiligne, ou bien une déformation qui va être rectiligne, c'est qu'en fait, je viens pousser, je viens déformer ma matière. Le moment, ou le couple, si vous vous souvenez plus trop c'est quoi la différence entre les deux, je vous renvoie vers la vidéo précédente. Le moment, ce couple, lui par contre, c'est une déformation qui va être en rotation. Donc c'est une torsion, une flexion, ou bien en fait, c'est que je suis en train de déplacer mon objet en rotation. Mais le truc, c'est que dans le monde industriel, en tout cas, un moment, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de force, c'est une force qui génère en fait le moment. Du coup, peut-être que les physiciens, eux, ont trouvé en fait des moments où il n'y a pas de force, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, dans le monde industriel, c'est pas le cas. Force donne un moment. Et on va essayer de calculer justement ce moment. Si vous avez des questions à la fin de cette vidéo, mettez des commentaires, posez-moi des questions, j'y répondrai le plus vite possible. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, hein, ça fait pas de mal. Et si vous voulez voir plus de contenu, abonnez-vous, comme ça je vais faire les 3 vidéos là, dans ces vacances, donc du coup, n'hésitez pas. Vous êtes prêts? Allez, on commence à rentrer dans le fond. Alors pour la méthode lissée. Pour cette méthode lissée, ce qu'on va avoir, en fait, je vais vous mettre ça ici. On va en fait déjà dans un premier temps avoir un bras de levier, un pivot, une force, tout ce qui est nécessaire pour créer un moment. En fait, la force appuie sur le bras de levier et ça va me créer en fait ici un moment. En fait, je vais essayer de faire tourner autour de mon pivot. Et le moment se trouve au niveau du pivot. Pour réussir à le calculer, en fait, je vous donne la formule directe, on ne se prend pas la tête. Le couple, c'est la force fois la longueur, fois la distance, fois le rayon. Ça dépend du cas de figure, en fait, mais au final, tout ce qu'il faut retenir, c'est j'ai une force, j'ai une distance à couvrir, en fait, c'est un bras de levier que j'ai à couvrir, et du coup, je fais l'un fois l'autre. Par contre, je ne sais pas si je tourne dans le sens positif ou négatif. Si je tourne dans le sens positif, c'est que je tourne dans le sens trigonométrique, donc dans celui-ci. Si par contre je suis dans le sens anti-trigo, alors je sais pas si à la caméra ça a bien montré, je sais pas s'il n'y a pas des immersions, mais voilà, c'est sens anti-horaire et sens horaire. Anti-horaire c'est le trigonométrique, et le horaire c'est l'anti-trigonométrique, c'est le négatif. C'est pas dit, et je ne dis pas non plus autour de quel axe je tourne. Voilà. Donc ça c'est des choses qu'il faudra rajouter en plus, en fait, pour essayer de bien mettre les choses au clair. On peut voir en fait qu'il y a quand même une restriction, c'est qu'en fait je ne peux pas utiliser cette formule-là en fait dans tous les cas. C'est que par exemple ici, j'ai ma force, j'ai ma longueur, elles sont bien perpendiculaires. Si c'est pas perpendiculaire, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, c'est la première restriction, et c'est la restriction majeure. Deuxième restriction, en fait, c'est pas vraiment une restriction, c'est que ça devient beaucoup trop compliqué, c'est une usine à gaz, c'est que si vous voulez travailler dans l'espace où il y a, en fait, vous avez des forces composées, en fait, dans l'espace, et vous avez des déplacements composés dans l'espace, c'est-à-dire un peu sur X, un peu sur Y, un peu sur Z, là, par contre, faites une croix dessus, vous n'y arriverez pas, enfin, vous pouvez y arriver, mais bonne chance. Donc du coup, voilà, on va être limité sur des cas simples, et il faut impérativement que la force que je vais utiliser et la longueur soient perpendiculaires. Alors justement, en fait, si dans mon cas, ce n'est pas perpendiculaire, on peut le faire, en fait, il y a une petite transformation à faire, et on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors, comment je vais faire? Donc là, vous voyez une jolie photo où je suis en train, en fait, de me poser sur une planche pour soulever un caillou. Je me pose dessus, et donc la force en fait que je suis en train d'appliquer, elle n'est pas perpendiculaire à la planche, elle va être un peu oblique, où je vais un petit peu vers la planche, un peu en fait vers le bas.
Voilà, c'est pas net. Et je peux pas me servir de cette formule, enfin de cette force-là pour faire mon calcul. Il faut que ce soit perpendiculaire à la planche. Et là, c'est pas le cas. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est décomposer un petit peu cette force. Alors, je suis en train de tourner autour de mon pivot. Donc là, en fait, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un cercle. D'accord? C'est juste pour vous donner une idée, vous n'avez pas le tracé d'habitude, hein, c'est juste pour vous donner l'idée. J'ai mon cercle qui est tout autour. Et en fait, cette force, ce que je vais essayer de faire, c'est de la décomposer avec une force qui va vers le centre, et donc du coup, en fait, ma force va être portée sur le rayon, le long de la planche. Et le deuxième, en fait, qui va être perpendiculaire, en fait, à cette droite, finalement, en fait, elle est tangentielle, elle est tangente à mon cercle. Du coup, je vais me retrouver avec une force qui va être radiale, parce qu'elle est portée sur le rayon, et une force qui va être tangentielle, parce que je suis tangent à mon cercle. Ok? Ça, c'est les deux choses à bien comprendre au départ. Alors, si j'ai le droit de le décomposer de cette manière-là, c'est parce que c'est un vecteur, et du coup, en fait, la somme, si je fais vecteur, la force radiale plus la force tangentielle, ça me donne bien la force initiale. Et donc en fait ce que je vais faire c'est que en fait ces forces radiales, ces forces tangentielles, je vais les mettre bout à bout, et ce que je sais, c'est que la force radiale et la force tangentielle sont perpendiculaires. Et donc je me retrouve avec un magnifique triangle rectangle. Et du coup là-dessus je vais pouvoir faire des choses. Je vais faire par exemple de la trigonométrie. Et ouais, de la trigo, un petit peu de trigo. J'avais une inclinaison de ma planche, je vais pouvoir retrouver en fait cet angle dans mon triangle rectangle. Et je vais donc pouvoir dire en fait que la force tangentielle, c'est la force initiale fois cosinus de l'angle, ou bien fois sinus de l'angle. Attention, les formules que je marque là, en fait, ces deux-là, c'est pas des formules en fait à apprendre par cœur et à appliquer tout le temps. Ça dépend vraiment de la situation, c'est que là, en fait, moi, mon angle se trouve à cet endroit-là, et s'il s'était trouvé dans un autre endroit, en fait, ça aurait été différent. Donc là, en fait, c'est vraiment situationnel, c'est juste pour, à titre d'information, dans le cas présent, il fallu utiliser ces formules-là. Refaites votre calcul de trigonométrie à chaque fois. Du coup, j'ai ça. Quelle est la force qui est perpendiculaire à ma planche? C'est la force tangentielle. Donc là, en fait, la formule que je vous ai donnée initialement, le couple, c'est la force fois la longueur, c'est vrai. Par contre, c'est la force tangentielle fois la longueur. Donc là, en fait, pour réussir à utiliser cette formule-là, dans un cas un peu plus complexe, il va falloir décomposer ma force pour pouvoir le multiplier. On passe maintenant à la méthode sup. Dans cette méthode sup, là, on repart en fait un petit peu de la même chose, mais cette fois-ci, je vais essayer de décomposer ma force et décomposer ma distance. C'est que là, par exemple, la force, elle était un peu en biais. Je vais avoir un petit peu sur x, un petit peu sur y. Rien sur z, je ne sors pas du plan, donc sur z sera toujours égal à 0. Et pour la distance, c'est un petit peu pareil. C'était en pente, ma planche elle était un peu en pente, et du coup je me retrouve avec un petit peu sur x, un petit peu sur y. Alors, on va commencer avec la distance. La distance, en fait, son vecteur, en fait, on va avoir trois coordonnées, une qui est portée sur x, une qui est portée sur y, une qui est portée sur z. C'est comment je me déplace sur x, sur y ou sur z. On ne sort pas du plan, sur z, ce sera toujours égal à 0 dans le cas présent. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que là, ici, j'écris A, B, 0. Ok. Mais je peux écrire aussi moins A, moins B, 0. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Le truc, en fait, les deux sont bons. Hein. C'est que A, en fait, c'est, par exemple, je me déplace de 10 mètres. Ça peut être 10 mètres, ou ça peut être moins 10 mètres. En fait, dans petit a, je n'indique pas, en fait, que c'est une valeur qui va être forcément positive. Ça peut être négatif. Donc, dans les deux cas, c'est juste. Mais, en fait, généralement, dans les énoncés, en fait, on va vous donner des valeurs qui vont être positives, ou bien sur un plan, les cotes sont toujours positives. Et donc, en gros, moi, je vous préfère en fait, utiliser moins A, moins B. La raison, en fait, c'est que si je le fais ça, je le fais une première fois, et après, j'ai plus qu'à apprendre mes valeurs, en fait, qui sont données. Et je me prends pas la tête, en fait, j'ai les bons résultats. Par contre, si je prends la première méthode, là, ça peut être plus problématique, c'est que je mets A, B. Quand je vais devoir faire mon calcul, mon application numérique, à chaque fois, je vais devoir dire, alors là, oui, ici, ça c'était, donc c'est moins 10. Là, ici, ça va être moins 5. Et il va falloir penser, en fait, pendant le calcul, en fait, quels sont les moins. Il y a de fortes chances qu'on se plante, qu'on oublie, en fait, on fasse une erreur de signe toute bête. C'est ridicule. Mais au final, en fait, tout votre résultat est faux. Et donc, en gros, votre travail n'est pas juste, il n'est pas exploitable en entreprise. C'est qu'en fait, on veut un résultat juste. Donc, pour éviter toute erreur d'étourderie, je le fais d'entrée de jeu, je mets moins A, moins B. Pour ce qui est force, la force, c'est pareil, c'est x, y, z. Ou bien, je pourrais mettre moins x, moins y, moins z. Mais, là, je préférais la première méthode. Parce que, en fait, la force, souvent, en fait, c'est des inconnus. En fait, on cherche la force, en fait, qu'il va y avoir. Et du coup,
écrire x, y, z, ça fait que je ne m'impose pas, enfin dans l'énoncé, en fait, on vous donnera que c'est moins 100, déjà, et du coup, vous pouvez l'appliquer directement, en fait, la valeur que vous avez dans votre énoncé, et comme ça, enfin voilà, c'est juste ça. Voilà, on va rester là-dessus, il y a d'autres explications, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je préfère utiliser première méthode. Vous faites comme vous voulez, si vous ne vous trompez pas dans les signes, tout va bien. Vous ne trompez pas dans les signes, et du coup, pour éviter, prenez une habitude. Moi, je vous conseille celle-là, mais ça n'engage que moi. Du coup, je peux déterminer ici, en fait, quels sont mes vecteurs. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est utiliser la formule suivante. Mon couple au point B, l'axe de rotation, le couple au point B, qui est généré par la force F, est égal au couple au point A, qui est généré par la force F, autrement dit, le point initial. Il se trouve que là, ben, ma force, en fait, appuie, mais il n'y a pas de bras de levier. Donc en gros, en fait, mon couple en fait, initial, ben, il est égal à 0. Et dans la majorité des cas simples que vous allez faire, ça sera égal à 0. Dans des cas plus complexes, plus avancés, en fait, quand on fera de la résistance des matériaux, tout ça, ça ne sera plus égal à 0. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre la formule globale, vous l'écrivez en entier, et en fait, à chaque fois, vous allez dire, ben, ça, c'est égal à 0. Donc c'est mon couple initial, plus la force vectorielle AB. Ça, c'est la formule que j'utilise moi. Mais il y a une deuxième formule qui existe, qui marche tout aussi bien, en fait, c'est identique, sauf que, ben, en fait, j'ai inversé les deux éléments. Alors, si vous avez bien suivi votre cours de maths, ou si vous ne l'avez pas encore suivi, en fait, c'est que c'est pas comme une multiplication, j'ai le droit d'inverser, en fait, les deux éléments. Quand je vais inverser les deux, je rajoute, en fait, un signe moins. Donc, quand j'ai f vectoriel AB, ça deviendra moins AB vectoriel F, et moins AB, mais ça vous fait BA. Et donc, du coup, c'est pour ça que la formule, elle a pris cette forme. Au final, les deux fonctionnent, c'est juste en fait une question, enfin, ce que vous retenez, en fait. C'est vraiment ce que vous retenez. Moi, ce que j'aime bien, c'est la première, parce que en fait, quand je sais que je pars du point A pour aller au point B, donc je vais me mettre AB. Ceux qui utilisent la deuxième formule se disent, ben, en fait, j'ai écrit ma formule, c'est le moment au point B qui est égal au moment au point A, ça fait BA, donc du coup, j'utilise BA, vectoriel F. C'est un moyen mémotechnique. Vous choisissez celui que vous voulez, les deux fonctionnent, les deux sont acceptés par les enseignants, les deux donnent les mêmes résultats, donc prenez ce que vous voulez. Alors, là, dans l'exemple, en fait, on a donc le moment initial qui est égal à 0, la force F, on l'a déterminée avant, vectoriel, le déplacement qu'on a déterminé un petit peu avant, et ce que je vous demande, ce que je vous conseille, en fait, c'est un petit moyen mémotechnique pour bien faire son produit vectoriel, c'est que vous avez vos trois coordonnées de votre vecteur, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le recopier en dessous, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir utiliser la croix, ce que je vous mets ici, où en fait, quand c'est en bleu, c'est multiplié, quand c'est en vert, c'est un moins. Donc ça fait ça fois ça, moins ça fois ça. Et voilà. Quand je suis en train de calculer en fait mon résultat pour la première ligne, je ferai en fait cette croix à partir de la deuxième. Donc ça me fera le deuxième fois le troisième, moins le troisième fois le deuxième. Ok? Et puis c'est tout. Et après en fait quand je passe à la deuxième ligne, ben, en fait je décale ma croix et je le refais. Et quand je passe au troisième, je décale ma croix et je le refais. Et ça va donner le bon résultat. Et du coup d'ailleurs le résultat, c'est ça. Si vous avez besoin de le refaire, mettez sur pause et refaites-le. Ok, donc là on vient de finir cette explication, c'était très très court, c'était très simple. Maintenant on va passer en fait à la partie exercice où on va faire deux exos. Le premier, un truc ultra rudimentaire où je vais avoir une pédale à vélo, où j'ai la pédale qui est bien perpendiculaire. Ce que je vous demande dans un premier temps, c'est de me calculer le couple avec la méthode lissée. Et dans un second temps, ce que je vais vous demander, c'est de me calculer les vecteurs, retrouvez-moi les vecteurs, et retrouvez-moi en fait le couple, mais cette fois-ci avec la méthode du supérieur. Ok? Je vous laisse quelques secondes. Ok, on passe à la correction. Pour le premier, on applique la formule directe, on ne se prend pas la tête. La force et la distance sont bien perpendiculaires, je peux appliquer direct. Du coup, ça me fait 100 fois 0,2, parce que c'est 20 cm, et on doit toujours mettre l'unité, c'est des newtons-mètres. Du coup, je dois convertir. Ça vous donne 20 newtons. Dans le deuxième, alors, on va avoir la distance. Bon, ben là, c'est tout bête, hein. Je me déplace que sur X. Je vais du point A au point B, donc je mets moins A. Ici, ben, la force, elle est portée sur Y. On peut voir que c'est 100 newtons, mais je suis dans le sens négatif, donc moi, je vais écrire moins 100. Je fais mon application numérique, donc je produis vectoriel, etc. Et je trouve ici
moins 0,2, moins 20 Nm sur Z. Alors du coup, on peut voir en fait que premier résultat, donc première question, on avait quelque chose, j'avais 20 Nm, je n'ai pas précisé autour de quel axe, je n'ai pas précisé le sens. Et donc là, en fait, il faudrait rajouter en fait une petite ligne, donc là c'était sur la correction, c'est autour de l'axe Z, dans le sens anti-trigo, et donc du coup c'était négatif. Et là par contre, j'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit, c'est donné direct. Allez, on passe maintenant au deuxième exercice, c'est quelque chose qui va être similaire, cette fois-ci en fait ma pédale, elle est un petit peu en pente. Je vous laisse quelques secondes sur les mêmes questions, hein. Vous calculez-moi le couple avec la version lissée, et calculez-moi le couple avec la version sup. Je vous laisse quelques secondes, mettez pause. Ok, correction. Pour la première, donc là je ne peux pas utiliser directement faire le 100 x 0,2, c'est pas possible, parce que les forces ne sont pas perpendiculaires, force et distance ne sont pas perpendiculaires. Donc là ce qu'il va falloir, c'est décomposer un petit peu cette force. Ce que je vous conseille de faire, c'est tracer en fait une droite. Cette droite, en fait, c'est un petit peu le rayon de mon cercle. Donc là, je me trace, elle est en bleu, si je ne me trompe pas. Et là-dessus, en fait, je vais faire une force qui va être perpendiculaire au rayon, ce sera la force tangentielle, et une force qui va être parallèle à cette droite, ce sera la force radiale. Mon angle de 20 degrés, je le retrouve dans mon triangle, et il ne me reste plus qu'à faire, du coup, de faire mon calcul de trigo. Dans le cas présent, avec l'angle comme il est placé, moi en fait, ma force tangentielle, ce sera égal à F fois cosinus 20 degrés. Alors je sais plus si c'est θ ou alpha, je sais plus ce que j'ai mis, mais voilà, c'est un des deux. On l'applique. Je n'ai besoin que de la force tangentielle, finalement la force radiale, alors si vous voulez la calculer, vous pouvez le faire, hein. La force radiale, ce sera F fois sinus θ ou gamma, je ne sais pas lequel c'est, ou alpha, je ne sais plus ce que j'ai marqué. En tout cas, voilà, vous pouvez le calculer aussi, mais il ne sert à rien. Moi, en fait, tout ce qui va m'intéresser ici, c'est la force qui est perpendiculaire, c'est la tangentielle, fois la longueur. Donc là, quand je fais mon application numérique, ça vous fait F, longueur, cos θ. On va le retenir parce qu'en fait, on va le revoir en fait, dans la dernière question un petit peu après. Ok, donc là, vous avez votre résultat, ça donne 18 et des brouettes. Passons maintenant au vecteur. Le vecteur, pour le déplacement, je vais avoir un déplacement qui va être un petit peu sur X, un petit peu sur Y, 0 sur Z. Pour la force, en fait, ma force est déjà placée, elle est déjà bien verticale, donc du coup, c'est porté exclusivement sur Y. Je vais faire mon application numérique, enfin, je fais mon calcul, mon produit vectoriel. J'utilise la technique que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, avec la croix, ça fois ça, moins ça fois ça, et ça va me donner le résultat qui est là en bas. Et là, ce qu'on peut voir, encore une fois, c'est que c'est la force fois la distance fois le cosinus. Et du coup, c'était exactement la même chose que ce que j'avais précédemment. On peut voir que mon résultat, c'est moins 18 et quelque chose. C'est la même chose que dans le premier résultat, sauf que ici, je sais que je tourne dans le sens anti-trigo, et je sais que je tourne autour de l'axe Z. Et là, il aurait fallu que je le précise en fait dans la question 1. Je tourne autour de l'axe Z, et je suis dans le sens anti-trigo. Donc là, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que la deuxième méthode, la méthode sup, est beaucoup plus complète, s'adapte très bien en fait à toute situation. Au final, au niveau de la complexité, ça change pas grand-chose. Du coup, en fait, l'un peut être utilisé ou l'autre peut être utilisé pour les cas simples. Par contre, dans les cas complexes, ce sera la méthode sup tout le temps. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, ça sera de la statique graphique et la vidéo d'après. Donc là, on n'utilisera pas ce qu'on vient de faire. Et après, ce sera la statique algébrique, donc là, en fait, en calcul. Et là, par contre, tout ce qu'on vient de voir, on va le réutiliser. Bon après-midi, à plus tard, ciao.